Eh bien, bonjour! Alors, bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. Nous entamons la semaine en ce lundi 10 octobre qui, pour nous au Québec, est une journée fériée. Donc, qui dit jour férié dit congé et dit potentiellement plein de temps pour lire. Alors, j'espère que ce sera le cas. Cette semaine, encore une fois, je n'ai pas de plan particulier pour ma semaine. Je vais me laisser porter au hasard des envies. Ce que je sais, c'est que j'aimerais quand même bien me choisir un livre audio assez rapidement parce que ça fait un moment que j'en ai plus. Et puis, on dirait que je suis un peu dans un moment d'hésitation concernant les livres audio. Et puis, je vais sans doute trouver quelque chose qui me fait plaisir, j'imagine. Je me fais confiance là-dessus. Et puis, je vous en reparlerai quand j'aurai choisi tout ça. Puis, bien, écoutez, on se dit à tout de suite. Eh bien, le bonjour, petit topo post-boulot dans le stationnement avec un éclairage créatif. Pour vous dire où j'en suis en fait dans mes lectures, j'ai pas beaucoup lu depuis le début de la semaine en fait, mais j'avais commencé un livre audio. C'était, je vais vous mettre sans doute la petite vignette, là, c'était Lady Molly of Scotland Yard de Baroness. Son nom de famille ne me revient pas. Je vous l'écrirai peut-être aussi. C'était dans le fond la première fois qu'une policière femme était mise de l'avant dans un roman policier. À une époque où c'était déjà rare en fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans la police, encore plus à Scotland Yard. Donc, j'avais été intriguée par cette prémisse-là. Puis j'ai commencé. Je ne sais pas si c'est la narratrice du livre audio qui a fait en sorte que j'ai décroché ou le style de l'autrice. C'est un style un peu... Il comparait ça à Sherlock Holmes dans le sens où c'est vraiment une espèce de description d'un cas. C'est 12 cas différents, je crois, ou 10 cas différents. Puis c'est des descriptions. Et qu'il y a un petit peu moins d'interaction. Puis là, on dirait que j'écoutais chacun des cas. Puis on me racontait les choses sur une courte durée avec peu d'interaction avec les personnages, donc on ne comprenait pas nécessairement qui était qui ou on n'avait pas vraiment le temps de se faire une idée sur le caractère des personnages pour peut-être essayer de trouver qui était le ou la meurtrière. Et puis, on arrivait avec une espèce de Deus Ex Machina, une solution grâce à Lady Molly de Scotland Yard. Et puis, bon, c'est peut-être chouette si je le lis en papier, je vais voir. Je me le garde quand même dans mes livres à lire éventuellement, mais peut-être que je vais l'essayer vraiment en version non numérique pour voir si à ce moment-là, c'est un petit peu plus accessible. Parce qu'en livre audio, quand on dit que c'est une narration, que la narratrice faisait peut-être pas des voix différentes, de toute façon, la narration était faite par une seule personne, donc on dirait que c'était comme un narrateur omniscient. On dirait que c'était un peu plus difficile de s'y retrouver. Donc, bon, voilà. J'ai pris la décision de l'abandonner. Et je me suis rabattue sur une valeur sûre en cette semaine où j'aurai encore d'autres petits défis à relever en termes d'adaptation et de gestion de mon stress. J'ai décidé de me plonger tout de suite dans l'ouvrage que je voulais lire pour le défi du mois d'octobre du Read Christie 2022, c'est-à-dire un roman d'Agatha Christie qui se passe dans différents lieux. Donc, j'ai décidé de choisir le classique Nemesis, qui est un Miss Marple. J'y connais tous par cœur, les Miss Marple, mais bon, j'avais vraiment envie de me replonger dans cet univers-là. Donc, Nemesis, on y retrouve Miss Marple après la mort d'un de ses complices qu'elle a déjà rencontré dans une histoire précédente qui était, je pense qu'en anglais, c'est A Caribbean Mystery. En français, je me souviens plus c'est quoi le titre. Et c'était Mr. Raphael. Donc, ils avaient collaboré ensemble dans une histoire qui se passe techniquement, chronologiquement, un an avant. Et là, on retrouve Miss Marple dans celui-ci. Et Miss Raphael est décédée et lui propose un héritage potentiel fort intriguant et qui va demander qu'elle se mette l'épaule à la roue en termes d'enquête. Donc, c'était super intéressant. Puis, bon, ben, ça va se passer. Ça va entre autres inclure une espèce de tour de différents lieux en Angleterre. Donc,
multiple settings, différents lieux. Alors voilà. Et ce qui m'a décidé, c'est que le livre audio est lu par l'ultime Miss Marple, Joan Hickson, qui est une actrice qui a fait des Miss Marple dans une des versions de la BBC. Si jamais vous avez la chance de voir ces adaptations-là, sont non seulement relativement fidèles, relativement, là, il y a quand même des petites adaptations aux versions originales, mais en plus, Joan Hickson est pour moi la personne, l'actrice parfaite pour incarner Miss Marple. C'était même indiqué, je crois, dans l'autobiographie où je me souviens plus trop, mais qu'Agatha Christie avait même vu à un moment donné dans le cours de sa vie, Joan Hickson, je pense, soit qu'elle en avait entendu parler ou qu'elle l'avait vu et qu'elle avait dit ça ferait vraiment une bonne Miss Marple en adaptation, soit sur la scène ou en télévisuel. Donc, je vous dis, là, juste pour Joan Hickson, ça vaut la peine. En livre audio, jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Ça m'a pris un peu de temps avant de m'habituer parce que j'ai l'habitude de l'entendre parler en tant que Miss Marple, mais là, comme elle fait la narration omnisciente en plus de Miss Marple et des autres personnages, puis qu'elle ne change pas beaucoup ses voix pour les autres personnages, c'est un petit peu plus difficile de m'y retrouver. Puis c'est que lorsqu'elle a fait ce livre-là, à mon avis, elle était rendue assez loin dans son parcours de vie. On dirait qu'elle me dit quelque chose de chuintement, peut-être qu'elle avait un petit peu plus de difficultés au niveau de l'articulation, mais bon, je suis tellement vendue à Joan Hickson et au Miss Marple d'Agatha Christie que c'est bien correct pour moi. Donc, évidemment, vous aurez compris que je l'écoute donc en version originale, parce que Joan Hickson, c'est une actrice britannique donc qui parle anglais. Alors voilà, tout ça. Donc, en ce moment, je suis dans ce livre-là, puis je vais voir ce que je vais peut-être lire cette semaine en version peut-être un petit peu plus papier. Je vais peut-être essayer de me faire des petites plaquettes, des trucs un peu plus courts. Là. Je sais que j'ai le fameux 109 des soupirs dont je vous parle sur 3 vlogs. Ça fait 3 vlogs dont je vous en parle, que je vous en parle. Puis celui-là, il va falloir que je le rapporte quand même, comme je pense, la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment rapide, c'est un jeunesse. Je pourrais vraiment me taper ça sans aucun problème. Mais je verrai. Je vais surtout avoir beaucoup de déplacements à faire cette semaine. Donc, ça pressait plus que je me choisisse un livre audio que je me lance dans les livres papier. Fait que, c'est ça. Je vous retrouverai dès que je peux. Puis en espérant que vous ne serez pas trop agressé par la luminosité douteuse de ce petit topo post-boulot et que le son ne sera pas trop dérangeant d'ailleurs. Alors, je fais vraiment des tests, là, différents moments de la journée. Ça sera plus vraiment Marie-Soleil assise sur une chaise bien calée avec un éclairage contrôlé. Là. Ça va être un petit peu plus la vraie vie à partir de maintenant. Alors, je vous dis à plus tard. Eh bien, bonjour, chère communauté, me revoici. Nous sommes le vendredi 14 octobre, je crois. Oui, 14 octobre. Et je vous fais un petit retour sur quelques lectures que j'ai faites cette semaine. Donc, j'en ai pas fait tant que ça, comme je vous expliquais, parce que je suis un petit peu... j'avais beaucoup de déplacements cette semaine, donc j'ai plus lu en audio. Mais je fais un petit retour sur 2 que j'ai terminé. Donc, tout d'abord, j'ai terminé enfin le fameux Némésis dont je vous avais parlé de Agatha Christie en livre audio et lu spécifiquement par Joan Hickson, qui est l'actrice qui incarne, à mon avis, le mieux Miss Marple dans les adaptations télévisuelles. Et je vous dirais que j'ai vraiment adoré. Je crois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu Némésis. J'ai beaucoup vu les adaptations télévisuelles et cinématographiques depuis. Et comme toutes les adaptations, habituellement, évidemment, c'est pas nécessairement fidèle à l'histoire, c'est-à-dire que l'essence est là, mais ils changent souvent des personnages clés et tout ça pour les fins de la production dans le fond télévisuel. Et dans le cas de Némésis, je réalise qu'il n'avait pas vraiment le choix de faire cette adaptation-là. Parce que le livre, en fait, et c'est d'ailleurs une de ses qualités que je constate,
On va suivre vraiment Miss Marple dans ses pensées, donc dans son cours de pensée, qui est celui d'une vieille dame relativement âgée, à l'esprit vif, mais qui s'égare quand même par moments, comme n'importe qui là, qui a fait un bon grand bout de vie. On va suivre plus le fil de ses pensées, puis comment ce fil de des pensées va influer sur l'enquête qu'elle va avoir à mener pendant ce roman-là. Donc, sans trop vous en dire, pour rappel, Miss Marple va être invité par un ancien complice, Mr. Raphael, qui est décédé récemment, à faire une enquête toute particulière. En fait, il va l'inviter à faire une enquête afin de rendre justice à quelque chose ou quelqu'un, mais il ne lui donne pas plus de détails. Ce qui fait que Miss Marple, pendant tout le livre, non seulement il va éventuellement avoir à déterminer le meurtrier ou la meurtrière dans la situation qui va se présenter à elle, mais elle ne sait même pas en fait au départ quelle est l'injustice, ça s'adresse à qui, pourquoi Mr. Raphael lui demande de faire ça. Dans le fond, ils avaient collaboré dans le passé dans Le Major parlait trop, Caribbean Mystery, elle s'était fait appeler Némésis, donc l'ange de la justice un peu, par lui parce qu'elle avait collaboré à prévenir un autre meurtre. Donc, pour revenir à Némésis, elle déduit que c'est pour ça qu'il lui a proposé ça, avec une récompense, entre guillemets, à la clé. Mais elle n'est pas tout à fait certaine. Donc, pendant tout le livre, dès le départ, la mise en place va être différente des autres Agatha Christie parce que ça va être surtout Miss Marple qui essaie de savoir pourquoi exactement elle a été demandée, où elle devrait chercher. Elle n'a aucune information. Les choses arrivent spontanément. Donc, Mr. Raphael a pris les arrangements pour que certaines invitations ou certaines informations lui soient divulguées par différentes avenues au fur et à mesure du temps. Mais elle n'a jamais de confirmation si elle est vraiment sur la bonne voie. Fait que je trouve que ça amène vraiment une dimension très crédible et très humaine, comme n'importe qui prendrait une enquête puis qui ne sait absolument pas où s'en aller. Je trouvais ça super intéressant. Donc, on va suivre Miss Marple dans ses pérégrinations qui vont l'amener dans différents lieux à bord d'une fameuse une espèce de tour des maisons et jardins populaires en Angleterre. Et elle va avoir à fouiller dans le passé et à découvrir qu'est-ce qui finalement pouvait ou ne pouvait pas être lié à Mr. Raphael et c'était quoi finalement son rôle. Donc j'en dirai pas plus parce que jusqu'à la toute fin, dans ce Agatha Christie-là, en plus, Agatha Christie entraîne le lecteur dans tellement de directions à la fois et il fait douter le lecteur tellement de fois que je trouve ça justement intéressant. Je ne vais pas vous en rajouter, mais sachez qu'à plusieurs reprises, on va avoir l'impression qu'on est qu'on a bien compris si la personne était un allié ou un ennemi, puis finalement, il y a des choses qui se passent puis on n'est pas trop sûr si c'est vraiment le cas. Et malgré le fait que j'avais lu Némésis, que j'ai vu plusieurs fois les adaptations télévisuelles, donc je connaissais techniquement la chute, donc le meurtrier ou la meurtrière qui était recherché, et bien malgré tout, en lisant le livre, je me suis quand même laissée porter, puis je me suis vraiment posé la question, c'est coudonc, est-ce que les adaptations télévisuelles ont vraiment changé finalement qui était le coupable ou la coupable? Donc, c'est pour vous dire comment le livre est vraiment bien construit. Némésis, vraiment, je vous dis, c'est un petit bijou de construction, puis c'est vraiment une approche différente parce que le lecteur, dans le fond, le meurtre n'arrive pas nécessairement au départ. On voit l'enquêteur un peu plus comme un processus d'enquête, finalement, même si là, c'est une enquêtrice amateur. Quand on commence, on ne sait pas nécessairement où on s'en va. C'est-à-dire qu'habituellement, il y a le crime qui s'est passé. Là, c'est qu'on ne sait même pas quel est le crime. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, superbe lecture. Je vous dirais que cette adaptation-là, pas cette adaptation-là, mais cette version audio-là, moi, je l'ai appréciée parce que j'adore John Nixon. Si c'était la première fois que vous écoutez des livres audio en version originale, peut-être que cette narratrice-là, c'est pas l'idéal. Moi, parce que, comme je vous expliquais, là, elle l'a fait tard dans sa vie, puis il y a comme vraiment des petits chuintements ou peut-être le positionnement du micro qui est peut-être trop proche de la bouche, ce qui fait qu'en plus de son accent british, que moi, avec lequel j'ai pas de difficulté, des fois, on dirait qu'on perd un peu de clarté dans ce qu'elle va dire. Puis comme, au fur et à mesure de la lecture, elle va s'adapter, là, mais comme elle ne fait pas des voix si différentes entre les différents personnages, des fois, c'est difficile de s'y retrouver. T'sais, moi, je connaissais l'histoire, je connaissais l'actrice qui fait la narration, donc on dirait que je me suis adaptée. Mais même moi, il y a des bouts où ça me demandait un peu plus d'attention. Donc, si jamais vous voulez le lire, je vous le conseille en livre papier. Si vous voulez l'avoir en livre audio, peut-être vérifier si vous voulez l'avoir en version originale, s'il y a d'autres narrateurs ou narratrices qui le font, puis voir lequel vous convient le mieux, parce que ça vaut vraiment le coup, en fait, d'être découvert. Alors, voilà pour le fameux Némésis, et qui était également ma lecture du mois d'octobre pour le défi Read Christie 2022, comme je vous en avais parlé au début de ce vlog-ci. Ensuite, j'ai pu lire finalement et rapidement
le fameux 109 Rue des Soupirs dont je vous ai parlé tellement. Donc, c'est le tome 3 de cette série-là dont j'avais parlé, dans laquelle on va suivre le jeune Elliot qui habite dans une maison dans laquelle il y a 4 fantômes avec qui il est devenu ami. Enfin, en gros, c'est ça la prémisse. Puis, évidemment, pour que tout se passe comme dans toutes les aventures, ses parents sont toujours en voyage. Donc, il le laisse souvent seul dans la maison et il se fait un petit peu garder, entre guillemets, par les fantômes. Dans celui-ci, comme je vous disais, ça commence en disant que le fameux Elliot, le jeune garçon, a disparu. Et puis, les fantômes vont avoir à prendre la décision de sortir de la maison pour essayer de le trouver. Donc, c'est super intéressant. Écoutez, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu les tomes de 109 Rue des Soupirs et j'avais oublié à quel point c'est savoureux. Dans le fond, Monsieur Tam, c'est celui aussi qui a fait la série Mortelle Adèle. Je ne sais si jamais vous connaissez ça pour le jeune. C'est vraiment, il est reconnu pour son humour un peu grinçant. Puis là, je vous dirais que dans celui-ci, c'est particulièrement savoureux. Ce qui est intéressant dans celui-là, je vous avais montré quelques planches parce que c'est vraiment comme des planches de BD. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, il va y avoir ce qu'on appelle dans le fond, des interactions qui vont briser le 4e mur. Donc, il va y avoir tout d'abord, dès le départ, pardon pour la lumière, une espèce de chicane entre le narrateur de l'histoire omniscient dans une bande dessinée où on voit dans le fond ce qu'il raconte l'histoire générale, pas des dialogues, et un des personnages qui est un fantôme, qui est un écrivain raté, et qui considère que lui serait bien meilleur pour faire ce qu'on appelle la voix off, dans le fond, donc le narrateur omniscient, que celui qui est déjà là. Donc pendant les premières pages, il y a une espèce de combat entre comment on pourrait introduire l'histoire version voix off ou l'écrivain raté fantôme. Donc déjà là, ça nous part sur une piste complètement déjantée. Puis ensuite, il va avoir là, c'est sublime, c'est plein d'humour. Il y a souvent des pleines pages où on va suivre les personnages dans leur quête du fameux Elliot quand ils vont enfin oser sortir de chez eux. Je vais essayer de vous en montrer une peut-être clairement. Mais on va les suivre, puis souvent, il va y avoir des dialogues. Là, celui-là, il n'y en a pas tant que ça. On les suit, on se compte à plusieurs endroits dans la page, puis il va y avoir des dialogues qui vont nous montrer à quel point ils vont s'ostiner. C'est tous des fantômes qui ont des tempéraments fort différents. Et ils vont retrouver Arch Enemy. Ils vont retrouver, j'en dis pas plus, mais un ennemi qui était présent dans les autres tomes. Et on va voir comment finalement ça va se dérouler. Écoutez, je ne sais pas comment décrire, mais c'était un coup de cœur total. J'avais comme oublié à quel point j'avais aimé cette série-là. Ça a l'air de rien peut-être de l'extérieur. C'est une série qui a l'air d'être jeunesse. Mais je vous dis, là, autant pour le jeunesse, je pense que le jeunesse va comprendre un certain niveau de l'histoire, va avoir beaucoup de plaisir. Pour quelqu'un qui est plus vieux, il y a aussi le second degré, comme par exemple la partie au départ, c'est de la chicane entre la voix off puis un des auteurs. J'imagine qu'un enfant va peut-être le comprendre, mais un adulte en comprend encore plus l'espèce de côté comme vraiment cocasse. Ça faisait des fois un peu penser à l'humour de Goscinny dans certains Astérix. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs couches. Un enfant va comprendre un certain niveau d'humour, puis ensuite, quand on vieillit, on comprend un second niveau, puis c'est encore meilleur. Donc, je vous dirais que ça, c'est parfait si jamais vous n'avez pas encore découvert cette série-là. Il faut les lire dans l'ordre parce que il y a vraiment, les personnages évoluent, donc ça serait un peu dommage là, que vous fassiez un petit peu divulgacher les choses en prenant un tome un peu plus loin, mais ça vaut absolument le coup. Vraiment un coup de cœur. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres tomes, ça se termine d'une manière où peut-être que ça va être dans les derniers, je ne sais pas. Mais si jamais c'est juste une trilogie, c'est vraiment une trilogie. Je les ai toujours lu à la bibli, mais c'est une trilogie que je vais avoir chez moi. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai été enthousiasmée. Donc, en ce mois d'octobre, c'est une très bonne façon de lire une série qui met en scène des personnages qui sont d'emblée grinçants, donc des fantômes, des choses qui sont censées faire peur, mais avec un côté tellement humour désopilant. C'est comme si les personnages ne se prenaient pas au sérieux, mais en même temps, on ne prend pas le lecteur pour quelqu'un de pas intelligent. Donc, on prend pour acquis qu'il va comprendre quand même que c'est une vraie quête, puis que, donc, je ne sais pas comment vous en parler autrement, mais j'ai adoré. Alors, voilà pour le bref retour pour ces deux lectures-là. J'ai remarqué que dans mon petit défi Goodreads, bon, c'est pas que ça dicte vraiment mes lectures, j'avais mis un objectif pour l'année là, de 222 livres. Moi, je compte tous les livres. Hein. Moi, pour moi, une lecture, c'est une lecture. Donc, album, BD, roman, je ne fais pas de différence là-dedans. Pour moi, on a pris le temps de faire la lecture, on a découvert un auteur, on a découvert une histoire. Pour moi, il n'y a pas de nuance entre les deux. Fait que ça, chacun fait comme vous voulez, mais moi, je le fais comme ça. Donc, j'avais fait un objectif de 222 livres à lire, puis j'en suis à 3 de l'objectif.
Ça m'arrive quand même à chaque année, finalement, comme je lis quand même beaucoup de BD et d'albums, ça va quand même assez vite. Puis je vous dirais que peut-être que mon objectif du vlog d'ici à dimanche, ça serait peut-être d'atteindre mon fameux objectif de l'année. Bien sûr, je vais sans doute l'augmenter après, mais au moins me donner un petit repère. Donc, je vais voir. Je suis en ce moment en train de lire en livre audio L'Homme blanc de Perrine Leblanc. Ça faisait longtemps que je voulais lire ça. Ce livre audio-là est disponible encore une fois par la plateforme audio qui est proposée par Radio-Canada et lu par l'excellent acteur Emmanuel Schwartz. C'est assez troublant. L'Homme blanc, c'est l'histoire de Kolia qui est né dans un camp de travail en Sibérie, puis qui va revenir dans l'URSS après la mort de Staline, qui va revenir s'installer dans l'URSS, mais qui va toujours comme se sentir un peu en phase. Ce que je comprends, c'est que c'est un portrait historique d'une partie de l'histoire de la Russie, donc après la mort de Staline jusqu'à la chute de l'URSS, c'est ce que je crois. Et puis c'est à hauteur en fait de ce personnage-là qui va évoluer, puis comment il va essayer de trouver sa place dans ce monde-là dans lequel dans le fond, il a comme un peu subi, il est envoyé en camp de travail, donc c'est sûr que ça n'a pas fait un bon début de vie. Bref, jusqu'à maintenant, ça va, je trouve ça troublant, mais quand même très bien. Donc ça, c'est mon livre audio en cours. Puis je vais peut-être essayer de me trouver au moins 2 autres lectures pour atteindre mon objectif. On va voir. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente suite des choses, puis on se dit à tout de suite là, pour la suite du blog. Bonjour, en ce samedi brumeux et grisounet, je vais vous revenir rapidement pour vous rendre compte de la lecture que j'ai faite ce matin, c'est-à-dire un des tomes de l'adaptation en roman graphique de la série U4 qui a été écrite tout d'abord par Yves Grevet et qui, dans son adaptation en roman graphique, est reprise par, je crois, 2 scénaristes, un dessinateur et une personne responsable des couleurs. Les noms qui apparaissent, c'est Adriane Huelva, Pierre-Paul Renders, Denis Lapierre. Et c'est édité chez Dupuis. Donc, j'ai commencé par ce qu'il considère comme le tome 1 de la série, qui s'intitule Jules. Et comme je vous en avais parlé dans un vlog précédent, si jamais vous voulez aller la revoir pour en apprendre un petit peu plus, je vous invite à le faire. C'est en gros une série qui se lit dans le désordre à l'exception du 5e tome. Donc, on peut lire les 4 premiers tomes qui se concentrent chacun sur un personnage dans le désordre, dans l'ordre dans lequel on veut, parce que ça représente le point de vue de chacun des personnages sur une genre de même période de temps. Par contre, le 5e tome est censé faire le lien entre tout ça. Alors, moi, j'ai commencé par Jules parce que c'était le premier qui était disponible. Et pour résumer, en fait, je vais peut-être quand même vous lire la 4e de nouveau pour essayer de vous mettre en contexte. Alors, nous voici. On est dans du post-apocalyptique rude avec un virus. Donc, attention, alerte aux sensibilités pour ceux qui ne se sont pas encore remis de l'impact de la pandémie ou en tout cas qui n'ont pas appris à gérer ce stress-là. Ça reste quand même quelque chose qui aborde l'arrivée d'un virus sur Terre et comment on peut s'en sortir. Alors voilà, 4e de couverture. Qui survivra au virus U4? Coridwen, Jules, Stéphane et Yanis ont entre 15 et 18 ans. Ils ont mystérieusement survécu au virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais se rendent pourtant au même rendez-vous. Un étrange rendez-vous donné par Chronos, le maître du jeu en ligne Warriors of Time. 4 ados, une aventure, 24 manières de la découvrir. Donc, voici la prémisse. Dans celui-ci, on va donc, comme c'est annoncé, suivre Jules quelques moments après l'avènement du début de la pandémie qui a été fulgurant et bon, tout ça. Comme vous avez pu voir dans les images précédentes, ça commence assez rough. On voit vraiment des cadavres à travers la ville. Dans le fond, l'odeur semble pestilentielle puisque le personnage principal est malade à cause de l'odeur et tout ça. Donc, Jules est seul. Ses parents ne sont pas là. Ils ont quitté juste avant que le début de la pandémie dans un autre pays. Puis en fait, il n'y a aucune idée où ils en sont, ils sont encore en vie. Puis en fait, de ce qui est constaté, c'est que ça semble être que seulement que les ados qui survivent au virus. Donc on dirait que les adultes, ils succombent systématiquement, puis les ados ont tendance, on dirait, à avoir une résistance à ce virus-là. Jules a également un frère qui s'appelle Pierre, qui lui a décidé
en fait, qui est en état de détresse totale et qui a sombré dans la dépendance aux drogues. Donc ça, c'est la prémisse. Puis on va suivre Jules dans les premiers jours suivant ça, quand il va décider en fait de sortir pour essayer de survivre et tout ça, il va faire des rencontres, entre autres d'une cellule en particulier de jeunes résistants, entre guillemets, qui essaient de s'organiser pour survivre à l'apocalypse. Donc, ça va être leur quotidien, l'impact que ça peut avoir avec, évidemment, il y a différentes cellules là, qui semblent s'être faites à travers la ville, et avec en parallèle la notion pour Jules qui est censé avoir un rendez-vous donné par le fameux Chronos dans leur jeu en ligne dans lesquels Jules excelle habituellement, d'un rendez-vous pour le 24 décembre à un certain endroit à Paris pour remonter le temps et essayer de réécrire l'histoire pour éviter la pandémie. Donc ça, c'est la prémisse. Donc, on est à la fois confronté à une réalité qui est complètement insupportable, qui force les jeunes à se mettre en mode survie, à vivre tous les aléas aussi de violence, de cruauté qui peut arriver, de traumatisme qui peuvent arriver dans une situation comme ça. Mais en même temps, l'espèce de possibilité d'une porte de sortie, crédible ou pas, on ne le sait pas trop. Donc, ce rendez-vous avec Chronos. Et puis, Jules semble avoir vraiment la conviction que ça peut se passer. Avertissement, peut-être que c'est moi qui est sensible, mais l'adaptation en BD, le rendu, comme vous avez pu voir dans les images, dans la petite section précédente dans ce vlog-ci, c'est très violent. En même temps, c'est pas de la violence gratuite dans le sens où c'est sûr que ça semble s'inscrire dans un contexte post-apocalyptique qui mène à la violence. Donc, bon, on peut s'y attendre. Cela dit, le fait que ce soit représenté visuellement, moi, j'ai trouvé ça vraiment remuant, mais j'ai pas une très grande tolérance aux manifestations de violence puis à la cruauté. Puis, bon, on voit ici là, qu'il y a des coups, il y a des morts, il y a du sang, des choses comme ça. Donc, puis de la torture, ça, j'ai vraiment pas de tolérance là-dessus. Donc, ça m'a quand même troublée. Et je dirais que ça a comme été un bémol pour moi pour l'adaptation en roman graphique. Cela dit, c'est vraiment juste en raison de ma sensibilité. C'est pas une adaptation qui est mal faite, visiblement. Même si les traits des illustrations, c'est moins mon genre. Très gros, on dirait que, je sais pas, il y a comme quelque chose avec un peu plus anguleux qui amène peut-être quelque chose à l'histoire. Dans les traits, là, les visages sont comme un peu anguleux, un peu gros traits. Moins de subtilité. C'est comme si ça maintenait les choses en surface. Ça me donne l'impression qu'il y a moins de profondeur, autant dans la représentation des personnages que dans le déroulement de l'histoire. Bon, c'est vraiment peut-être subjectif, là. Ça en est une, en fait. Pas peut-être. C'est subjectif. C'est un ressenti par rapport à ça. Donc ça m'a aussi un petit peu moins plu. Par contre, mes bémols concernant la violence, ça, c'est vraiment personnel. Je veux dire, moi, ma tolérance est comme ça. Si vous avez une bonne tolérance, l'adaptation de roman graphique semble bien faite. Ce que je suis en train de me demander... Bon, bien sûr, ce sont des formules relativement connues, dans le sens où, bon, du post-apo avec un virus, seulement des ados qui survivent, ça a été quand même beaucoup vu en dystopie, surtout en roman young adult. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'espèce de piste de réécrire l'histoire peut-être pour éviter la pandémie et tout ça. Ça m'intéresse quand même de voir comment ça va se dérouler, ce qui fait que j'ai envie d'avoir la suite. Par contre, bon, donc j'ai réservé à la bibliothèque les autres tomes qui ne sont pas encore disponibles ici au Québec. En fait, ils sont disponibles, mais n'ont pas encore été traités, nous, à notre bibliothèque. Mais je ne sais pas si je vais être capable de supporter si c'est à ce niveau-là de violence illustrée. Donc, ce que j'envisage, je les ai réservés quand même, mais ce que j'envisage, c'est que si jamais je lis la suite, je vais peut-être plutôt lire les romans. Donc, Yves Grevet, c'est un auteur que j'aime beaucoup dans ce qu'il fait. Il fait souvent des séries qui sont des trilogies ou des tétralogies. Et puis, j'ai comme presque envie, on dirait que le lire, pour moi, ça me permet d'imaginer ce que je me sens capable d'imaginer et non pas d'être confrontée à la représentation visuelle qu'on m'impose de la situation. Alors, je vais peut-être poursuivre, mais avec la version en roman. Donc, on verra bien. Alors voilà, c'est le petit point lecture du samedi matin avec, vous voyez ici, je flatte pas dans le beurre ici, c'est simplement mon chat qui a décidé de venir s'installer. Alors, on voit ici ses oreilles et ses moustaches et qui me mordit un peu. Donc, voilà pourquoi j'ai l'air un peu distraite. Aujourd'hui, je vais sans doute aller à la bibliothèque. J'ai des réservations qui sont arrivées. Et j'ai quelques trucs à aller récupérer et peut-être même un petit achat. Là, donc, je vais peut-être voir si je peux vous amener avec moi. Puis, bien, on se reprend dès qu'on peut. Bye bye!
Alors, me revoici pour un petit topo lecture, encore une fois, dans ma cour qui commence à être automnale, tranquillement, pas vite. Donc, j'ai terminé le livre audio que j'avais en cours, qui était L'Homme blanc de Perrine Leblanc. Et mon Dieu, c'était très remuant. Je ne sais pas vraiment comment décrire ce livre-là. J'aurais tendance à dire que c'est le récit d'un témoin de l'histoire, donc, mais vraiment qui a été mis en fiction, dans le fond. Donc, c'est vraiment, là, on disait que Kolia allait être un peu le témoin de l'évolution de la Russie, en fait, de l'URSS, à partir d'un peu avant la mort de Staline jusqu'à la chute de l'URSS. Enfin, c'est pas tout à fait clair. Puis, il va incarner vraiment, je sais pas, tu sais, c'est quelqu'un qui va avoir été mis en camp de travail en Sibérie quand il était jeune, qui essaie de se réintégrer à la société, puis tout le côté, il va toujours avoir eu l'impression d'être en dehors de la plaque, malgré le fait qu'il va avoir contribué à la société. Il va avoir plusieurs choses qui vont arriver, des rencontres, le monde du cirque qui va un peu se mêler à tout ça. Je ne sais pas comment décrire ça parce que c'est vraiment un récit. Il se passe des choses terribles, mais il se passe aussi des choses du quotidien. Il se passe aussi des choses introspectives, mais ça ne va jamais en profondeur. De la manière dont l'autrice fonctionne, Perrine Leblanc, c'est vraiment par petites touches, encore une fois. C'est comme des petits tableaux. C'est divisé en 4 parties. Puis, elle fait évoluer l'action. Elle nomme quand même des chapitres. Donc, on va vraiment fonctionner par petits sauts de... Mais peut-être pas petits sauts de puce, parce que souvent, il y a des grands espaces entre les divers chapitres, en fait, de chacune des parties. Mais donc, étant donné que c'est un petit peu encore un peu la technique impressionniste, comme dont je vous avais parlé peut-être pour Naomi Fontaine dans son Cuispan, ça me fait un peu penser à ça indirectement. Ça se passe en Russie, mais c'est vraiment peindre un tableau par petites touches. Par contre, là, on va vraiment suivre un personnage central et puis les personnages qui ont évolué autour de lui. Mais on dirait que il n'y aura jamais... C'est dur de s'attacher au personnage principal, mais je pense que c'est parce qu'à cause de ce qu'il a vécu, c'est dur pour lui de s'attacher au monde extérieur en général. Donc, je sais pas, je suis un peu mitigée. Je sais que ça a gagné beaucoup de prix. Puis on sent qu'il y a une belle plume, mais pour moi, peut-être que j'avais trop d'attentes, puis ça m'a laissé comme un petit peu, je dirais, pas indifférente, parce que ça m'a remué au contraire, mais j'ai peut-être pas eu l'engouement pour le style que je pensais avoir. Donc, c'est quand même à découvrir. Puis le fait que je l'ai eu en livre audio, lu par le sublime Emmanuel Schwartz, sa narration était parfaite. Un rythme vraiment parfait de lecture, des différentes voix, mais sans trop tomber dans le burlesque. Donc, il gardait quand même une certaine neutralité. C'était vraiment, si jamais vous avez une chance de le découvrir via cette version-là audio, ça vaut vraiment le coup. Alors, voici pour L'Homme blanc de Perrine Leblanc. Et ensuite, comme je vous ai dit, en fait, cet après-midi, je suis passée à la bibliothèque et j'ai même découvert qu'il y avait une nouvelle revue Les Libraires, comme vous allez pouvoir avoir vu dans les petites vignettes que je vous ai mis avant de vous reprendre. Et je suis passée en librairie pour m'acheter une petite surprise que je vous présenterai un peu plus tard. En fait, je peux vous en parler tout de suite, dans le fond, parce que vous avez vu les planches. C'est le dernier Tom Gold, donc le plus récent Tom Gold. C'est The Revenge of the Librarians, je pense. Puis bon, écoutez, Tom Gold, c'est un BDiste qui fait des BD sous forme de bandes. Donc, en anglais, c'est strip, là, mais donc des bandes de 3-4 cases. Puis c'est une bande égale une histoire, dans le fond. Et cette fois-ci, ça met en situation, pas juste des bibliothécaires, en fait, c'est plus sur le milieu du livre, mais vraiment, l'objet livre est super. Il y a même une petite carte d'emprunt, comme on avait dans le temps dans les livres de bibliothèque au début. Puis ça dit qu'il ne faut pas mettre les bibliothécaires, faut garder les bibliothécaires de notre côté. Pas qu'on fâche les bibliothécaires, donc ça m'a fait rire. Il y a toujours eu Tom Gold, un humour qui est très, pas décapant, mais tu sais, il y a du cynisme en même temps, c'est touchant par moments, il joue beaucoup avec les référents littéraires ou des différents milieux qu'il va aborder. Donc, j'ai toujours adoré les Tom Gold. Puis là, cette fois-ci, j'ai fait un spécial, là, à la place de lire juste à la Bibli, je l'ai acquis, étant donné que, bon, bibliothécaire, librarians dans le titre, un auteur de BD que j'aime beaucoup. Je me suis dit, bon,
on va l'assumer. Alors ça, c'est ma petite surprise du jour. Et puis, sinon, je suis aussi tombée en librairie sur pour nous autres, c'est une nouveauté, je crois. C'est chez Alice Jeunesse, l'album que j'ai. En fait, je l'ai feuilleté. Finalement, je l'ai lu, là, mais c'est Étiquette de. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Je crois que c'est Johan Gourou. Je vais vous mettre la couverture. Et puis, c'est super intéressant. C'est l'histoire d'une jeune fille, une petite fille, en fait, qui réalise à quel point les gens lui mettent des étiquettes, essaie de l'enfermer dans une case. Donc, elle est déjà comme une fille. C'est quelqu'un qui souffre d'asthme, c'est quelqu'un qui est de race caucasienne, c'est quelqu'un qui, par exemple, je sais pas moi, aime pas telle chose. Puis, dans le fond, c'est une manière très ludique et pourtant éclairée de montrer à quel point on a tendance à étiqueter les gens par rapport à certaines de leurs caractéristiques, alors que finalement, ça devrait être plutôt simplement que nous sommes qui nous sommes, et puis avec tout ce que ça implique de richesse, puis on n'est pas nécessairement une seule case ou un ensemble de cases associées. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment, ça s'adresse aux préscolaires, donc c'est une histoire simple, pas simpliste, une histoire simple, avec une structure répétitive, donc à chaque 2 pages, on va rajouter une caractéristique, donc une étiquette, puis ça, on va finir l'album où l'héroïne principale va comme un peu sombrer sous les étiquettes, puis pendant tout le long de l'album, elle essaie. C'est vraiment des étiquettes avec une petite cordelette, là, puis une petite forme d'étiquette. Puis au fur et à mesure de l'histoire, elle va essayer de découper pour essayer de s'en débarrasser. Puis à la fin, il va finir par trouver une solution. Je vous la divulgagerai pas, mais ça vaut vraiment, ça vaut le coup. J'ai adoré l'univers visuel. J'ai peut-être trouvé l'histoire un peu trop simple en même temps. Je pense que c'est que le public, c'est vraiment du préscolaire. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'illustrer un concept qui est assez flou et difficile à faire comprendre peut-être aux plus jeunes. Donc, désolée encore pour le fond sonore de... Même si je suis dans ma cour, il fait encore beau de notre côté, puis les gens ont sorti encore leur motocyclette une dernière fois avant l'hiver. Alors, je reprends. Donc, je pense que c'est une bonne façon d'aborder ce sujet-là qui est peut-être pas facile à concrétiser pour les tout-petits. Donc, je pense que c'est juste parce que je suis une grande, puis peut-être que j'ai peut-être un petit peu moins, j'ai peut-être un petit peu trop vu la prévisibilité, puis ça m'a un petit peu moins intéressée, sauf que le visuel est super intéressant. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça va peut-être être plus même un livre qu'on peut avoir dans sa trousse, si on est des parents, si on est des gens qui travaillent en milieu de garde ou qui travaillent en préscolaire. Je crois que ça pourrait être vraiment une histoire qui pourrait être utilisée sans en faire une histoire à message. C'est pas obligé d'inviter, de dire aux gens d'avance qu'il va falloir qu'ils retiennent ça, mais de voir comment les jeunes vont réagir par rapport à ça, les tout petits. Est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Qu'est-ce qu'ils comprennent de ça? Donc, ouais, ça m'a quand même bien plu. Donc, une belle petite découverte surprise de la journée. Alors, sur ce, bien, je vous dis à tout de suite. On va poursuivre la fin de semaine. Puis, on se reprend demain, la dernière journée du vlog, mais je vais peut-être encore lire quelques petits... je vais sans doute me plonger quand même dans The Revenge of the Librarians. Mais c'est quand même un livre qui vaut la peine de déguster. C'est un peu comme un livre de chevet. Donc, je pense pas que je vais le lire comme d'un coup. Ça se peut que vous en entendiez parler sur peut-être plusieurs vlogs, à moins que je sois pas capable de m'empêcher. Et puis, sinon, je vous montrerai peut-être les 2 livres que j'ai emportés à la bibliothèque tout à l'heure. Là, je ne les ai pas avec moi. Puis, je vais peut-être vous les présenter juste pour que vous ayez que vous puissiez jeter un petit coup d'œil sur tout ça. Alors voilà, à tout de suite! Bonsoir! Alors, nous sommes le dimanche 16 octobre et je vous reviens avec une petite topo clôture de vlog. Tout d'abord, comme promis, je voulais vous présenter les livres que j'étais allée chercher à la bibliothèque hier. Donc, j'avais reçu en réservation. Tout d'abord, ça faisait un moment que je voulais lire, ça fait partie de la rentrée littéraire automnale. C'est Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette. C'est aux éditions La Mèche. Voilà. Et c'est une fiction qui se passe dans les années 70 dans le centre-sud. Et si je me souviens bien, ça se passe dans ce qu'on appelait le Faubourg à la Mélasse à Montréal. Et ça me fait un peu penser, d'ailleurs, c'était chez le même éditeur, à Burgundy,
je crois, c'était un même genre de fiction qui narrait le passage d'une époque dans le fond, avec un personnage qu'on suivait tout ce temps-là, dans le quartier de la Petite Bourgogne, qui est dans le coin de Saint-Henri. Donc, on dirait que j'ai le même feeling pour ça. Ça m'avait intriguée en raison du Faubourg Amblas. Dans la quatrième de couverture, euh, il y a une citation que je ne pourrais pas vous lire sur YouTube, sinon je vais avoir des signalements. Ça semble être vraiment écrit, peut-être pas en joual, mais je pense avec vraiment un langage qui est très familier. En même temps, dans le Faubourg Amblas, tout ça, c'est quand même c'était un quartier ouvrier, puis un quartier où il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient dans la misère. Donc, ce que je trouve bien, c'est quand on reste un peu dans l'authenticité là, pour ça. Donc, ça a l'air intéressant. Puis, ça m'intrigue encore de savoir qu'est-ce que c'est. Donc, je suis contente. Ça fait un peu de temps avant que je l'ai entre les mains parce qu'on était beaucoup à l'attendre en réservation. Donc, bien heureuse de voir à quoi ça va ressembler. Donc, Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette chez La Niche. Et ensuite, très contente également, une autre nouveauté, ça vient tout juste de sortir. Donc, c'est une nouveauté de Marie-André Arsenault. C'est chez La Bagnole. Je vais essayer de ne pas mettre de reflet. Ouais, voilà. Donc, c'est la classe de Madame A. C'est écrit par Marie-André Arsenault et c'est illustré par Catherine Petit. Et c'est chez La Bagnole. Et puis, en fait, c'est un enchaînement de petits récits du quotidien de Marie-André Arsenault, qui est une enseignante. Puis, de ce qu'on dit à l'arrière sur la quatrième, c'est que c'est l'aventure d'une enseignante de secondaire catapultée au primaire. Puis, c'est quelque chose qui semblerait lui a fait un choc. Puis, elle a décidé finalement de faire ce petit recueil de récits et bricoles du quotidien pour rendre compte un petit peu des moments qu'elle a eus dans la classe pour voir un peu sa transition et tout ça. Donc, je trouve que ça a l'air vraiment superbe à l'intérieur. De ce que je comprends, c'est que c'est comme... Ouais. C'est un peu comme un récit par 2 pages. Puis, il y a l'air d'avoir toujours des interactions avec des élèves. Donc, ça m'intéresse vraiment. J'aurais bien voulu l'entamer dès aujourd'hui, mais j'ai eu finalement une fin de semaine plus occupée que prévu. Donc, je suis très heureuse de pouvoir me le garder pour cette semaine. Ça va être parfait comme lecture de cette semaine. Donc, voilà, la classe de Madame A de Marie-André Arsenault et Catherine Petit chez La Bagnole. Donc, voilà pour les 2 livres que je suis allée chercher à la Bibli. Et ensuite, j'ai finalement, ça a été compliqué, j'ai commencé 2 livres audio que j'ai abandonnés parce que j'étais pas dans le bon mood pour ça. Donc, c'est pas parce que c'est des livres que j'aime pas, c'est juste que je les ai commencés puis j'étais pas dans le mood. Donc, j'ai commencé le fameux Jane Eyre de Charlotte Brontë, que ça fait longtemps que je veux lire puis qui était en livre audio en anglais. Puis là, on dirait, c'est l'automne, je me disais, ah, ça va être un bon moment pour le commencer en livre audio. Et puis, je l'ai commencé, puis ça commençait vraiment avec la partie au départ où Jane Eyre est dans un endroit où elle n'est pas très bien traitée, tout ça. Puis là, je me suis dit, oh, est-ce que je suis vraiment dans le mood? Je sais que ça évolue vers autre chose, Jane Eyre, mais je me sentais pas... J'avais besoin d'un petit peu plus de doux. Fait que là, je voulais pas me le gâcher en le lisant au mauvais moment. Donc, j'ai décidé que je le reporterais. Ensuite, j'ai eu l'idée de prendre la version audio d'un livre que j'avais dans ma bibli. Je pense que je vais aller voir. Je pense que je l'ai ici pas loin. Donc, voilà le livre que j'ai. Donc, ça, c'est le livre que j'avais pris en livre audio. C'est Filles corsaires de Camille Toffoli. C'est chez les éditions du Remue-Ménage. Puis c'est un petit recueil de prises de parole féministes qu'elle avait faites puis qu'elle avait publié au préalable dans la revue La Liberté, entre autres. Dans la revue Liberté. Puis c'est une des copropriétaires de la librairie féministe Le Guélion qui est à Montréal. Donc, j'avais très envie. Je l'avais déjà acheté dans un des doudous. J'achète un livre québécois, je crois. Et j'avais envie de le lire. Puis là, je me disais, bon, ben, je vais l'avoir en livre audio, puis je vais voir. C'est pas très long, c'est une petite plaquette. Puis là, encore là, ben, c'est sûr que ce sont des écrits féministes. Puis je suis très ouverte à ça, mais là, on dirait que je me rendais compte que j'avais vraiment besoin de quelque chose qui était rassurant. Puis là, ça, dans le fond, ça fait bouillonner les idées. C'est ça le but de ce genre d'essai-là. Donc, puis là, je dirais que ça me demandait vraiment beaucoup de réflexion, puis tout ça. Puis je me suis dit, je pense que je vais peut-être le lire en papier. Puis encore une fois, ça se déploie par petites chroniques. C'est habituellement 2-3 pages, je pense. Ouais, c'est court, peut-être pas 2-3 pages, là, mais c'est vraiment des petits passages. Donc, je me dis peut-être que ça, c'est plus quelque chose que je devrais lire en livre de chevet, encore une fois. Donc, en lire une de temps en temps, l'étaler sur vraiment longtemps.
puis pour être sûr de bien en profiter. Donc, c'est Filles Corsaires, écrit sur l'amour, les luttes sociales et le karaoké. Donc, je vais peut-être me garder pour une autre fois. Donc, deuxième abandon de livre audio. Et finalement, je me suis rabattue sur quelque chose qui était très court, mais j'étais en voiture, puis j'avais envie d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc, je me suis rabattue sur un titre de la collection L'Iconopop. L'Iconopop? Chez l'Iconoclaste? La collection Iconopop chez l'Iconoclaste. Et puis, c'était un livre qui avait été écrit par Mathias Malzieu et Darian Nelson. Mathias Malzieu, qui est un auteur que j'adore, que j'ai connu avec Le plus petit baiser jamais recensé, je crois. Là, si jamais vous avez jamais lu ça, ça vaut vraiment le coup. C'est le récit d'une histoire d'amour un peu improbable et ça s'appelle Le dérèglement joyeux de la mécanique de l'amour, je crois. Le dérèglement joyeux de la mécanique de l'amour. Ouais, je pense que c'est ça. C'est un recueil. Les livres de l'Iconopop, ça va être des livres, souvent, ça va être de la poésie, mais avec une présentation éclatée. Souvent, l'univers visuel vient ajouter à ça. Donc là, c'est sûr que je l'ai écouté en livre audio. Mais ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est qu'ils ont décidé de pallier au fait qu'on ne va pas voir la version visuelle en ajoutant vraiment des stimuli sonores, donc des petites intros musicales, mais aussi il y avait même une chanson inédite qui est chantée à la fin par Mathias Malzieu et Darian Nelson, qui sont un couple en fait dans la vraie vie. Donc c'est comme leur histoire, mais sous forme de courts poèmes. Puis la plume de Mathias Malzieu est toujours aussi, je sais pas, je suis vraiment en amour avec cette plume-là. Je pense qu'elle parle mon langage, tout simplement. Donc, c'est sûr que comme ce sont des poèmes, peut-être que c'est pas tous les poèmes qui m'ont autant marqué que, tu sais, l'ensemble des poèmes m'ont peut-être pas marqué au même niveau, mais globalement, on suit quand même une histoire, donc l'histoire de leur amour. Il y a même l'intervention de certains fantômes d'auteurs, dont Boris Vian, qui arrivent à travers les rêves d'un des personnages principaux. Puis, donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est une super idée. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir un titre de Iconopop. J'en avais beaucoup entendu parler chez Le Souffle des mots. Le Souffle des mots, oui. Et puis, ça fait longtemps que je voulais en lire. Puis là, ça a donné que, écoutez, je voulais lire en papier parce que je savais que c'était des objets livres qui étaient intéressants. Mais là, ça a donné que j'avais accès à la version audio. Puis ça a été une très belle expérience. Se faire lire de la poésie, c'est en vers libre, donc c'est pas. Des fois, ça rime, mais pas nécessairement. C'est intéressant. C'est un super beau défi. C'était lu par les auteurs. Donc, tu sais, en plus, c'était quelque chose de spécial parce que c'était leur propre mot. Et avec l'univers sonore et musical qui était ajouté, je pense que c'est une superbe transition vers le livre audio pour cette fois-là. Je crois qu'ils ont vraiment réussi leur pari. Je vais donc clore ce vlog ici à ce moment. Et puis, bien, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir cette semaine également à m'entendre tergiverser sur les choix de lecture et vous parler de mes lectures en vrac. Parce que ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est que j'avais des périodes où je n'étais pas capable de vous prendre, puis des périodes où finalement j'avais plein de nouvelles à vous donner. Donc, voilà pour le rythme de cette semaine. Hey! Alors, je vous reprends rapidement, désolée pour la petite coupure abrupte. Donc, j'en étais à clore le vlog et puis j'avais envie de vous poser une petite question un peu différente. Donc, j'aimerais savoir si vous, l'automne, ça influence vos lectures. Donc, est-ce que vous lisez plus ou moins? Est-ce que vous avez des genres de prédilection dont vous ne pouvez pas vous passer? Des auteurs fétiches pour la saison automnale? Donc, dites-moi tout. Moi, de mon côté, ça a tendance à me demander de me blottir sur la couette ou au coin du feu et de lire des lectures un peu plus réconfortantes, comme si je préparais déjà pour l'hiver. Mais j'ai bien hâte de voir ce que vous allez m'en dire. Alors sur ce, si ça vous a plu ce vlog-ci, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour me donner un petit coup de pouce avec les algorithmes et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer de nouveaux carnets de lecture. Alors jusqu'à la prochaine rencontre, bien je vous souhaite comme à mon habitude des joyeuses lectures et puis on se dit à la prochaine!